Bienvenue sur le podcast Hospitality Hub. Voici notre entretien avec Laurent Dussolier, CEO Odalis Group. Bonjour, donc moi je suis Laurent Dussolier, je suis le directeur général du groupe Odalis, que j'ai rejoint il y a maintenant presque 5 ans. Je suis belge, vivant en Belgique depuis un peu plus de 20 ans, ayant fait plusieurs parcours dans ma carrière, donc un petit peu de commercial chez Procter, ensuite des startups dans la première vague 99, ensuite beaucoup de conseils chez Roland Berger où j'étais en charge de la practice tourisme au niveau international et grande consommation, et on rejoint un de mes clients, en fait, comme pas mal de consultants l'espèrent un jour, et donc avec un coup de cœur pour mon actionnaire aujourd'hui qui s'appelle Eric Duval, du groupe Duval, avec qui, suite à un projet, on a décidé d'arrêter de dire des bêtises et de faire des slides et de mettre tout ça en œuvre. Très récemment, vous êtes entré au capital du groupe Odalis. Qu'est-ce qui vous a poussé à investir en tant que directeur général? C'est quand même pas anodin. Quels sont un peu vos moteurs? Quand on a, comme moi, 50 ans, qu'on a une carrière dans pas mal de métiers différents, il y a un moment, on a envie d'investir dans un projet. Et bon, voilà, il y avait une opportunité qui s'est présentée. On avait notre ancien directeur général et fondateur, qui était M. Mariette, qui était présent encore au capital, mais non actif, non opérationnel, avec l'accord de mon actionnaire, de passer à l'étape d'après, de se dire, voilà, tant qu'à investir dans cette entreprise personnellement, d'y mettre pas mal d'énergie, pas mal de temps, d'envoyer un signe fort aux collaborateurs, parce que je crois dans l'entreprise, je crois dans le projet, et je crois qu'on peut créer de la valeur sur ce projet. Est-ce que vous pourriez justement nous présenter un peu le groupe Odalis? Donc on a à la fois un groupe qui part de la résidence de vacances traditionnelle, comme pas mal de nos petits camarades, mais qui s'est très vite diversifié dans toute une série de produits, que ce soit dans la résidence étudiante, dans la résidence de centre-ville, mais également dans une série d'activités comme le syndic de copropriété, comme la conciergerie. Un groupe qui se développe de plus en plus à l'international et assez fortement en dehors de ses frontières européennes. On a assez peu finalement dans le secteur de groupes aussi diversifiés dans les métiers et les géographies. Donc ça, c'est une force et aussi quelque chose qu'on veut développer dans le futur. Donc aujourd'hui, peut-être pour vous donner quelques chiffres, on devrait terminer l'année pas loin de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. On accueille à peu près 2 millions de vacanciers chaque année. Vacanciers, tout produit confondu. On a 1300 collaborateurs à peu près à temps plein et on peut monter jusqu'à 3000-3500 pendant les périodes de haute saison. Je vous propose qu'on parle un petit peu de la France. Quelle marge et surtout quels objectifs de croissance vous donnez sur le territoire français et vos priorités en termes de destination et peut-être de produits que vous souhaitez développer sur le territoire? Sur le territoire français, on pense qu'il reste encore beaucoup de projets possibles, à la fois dans le domaine des vacances, où c'est clair qu'au niveau de la montagne, et notamment des stations de plus haute altitude et des produits un peu plus haut de gamme, on a encore un potentiel important et on a pas mal d'ouvertures prévues, que ce soit La Rosière, que ce soit Valmorel. Je rappelle juste quand même que le groupe Odalis, on a fêté nos 20 ans l'année dernière, et en moyenne, on a ouvert une résidence par mois depuis 20 ans. Sur les destinations mer, on continue aussi à rechercher du produit, même si c'est vrai qu'on est également sur la montagne, mais sur la mer assez sélectif. C'est vrai qu'on a beaucoup de produits qui nous sont proposés, qui ne sont pas toujours adaptés. Donc on est peut-être un petit peu plus sélectif qu'avant sur les destinations et sur les typologies de produits. Donc ça, c'est pour vacances. On continue à se développer très fortement sur la résidence étudiante. Il y a un besoin en résidence étudiante qui est quand même assez important, bien sûr, oui. avec un déficit de lits. Quand je suis arrivé, on était à peu près 12e du marché. On a pas mal de gros projets en cours avec un développement effréné et probablement des gros projets qui vont arriver. Et on pense et on espère d'ici 5 ans terminer dans le top 5 des acteurs de résidence de tourisme, donc une ambition excessivement forte. Sur la marque Odalis City, qui sont un peu les appart-hôtels de centre-ville, on a également une ambition forte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu plus de difficultés à sortir des projets. On est souvent dans les villes en concurrence avec les acteurs du coworking, du co-living, face à des gens qui sont capables de proposer des loyers qu'on n'est pas, nous, capables de proposer. Donc on est un peu sur un modèle qui attend que les places se libèrent, mais ça va arriver. Et c'est vrai que là-dessus, on est pas mal poussé par Airbnb, en fait. Oui. Quand je le dis, ça semble toujours un peu iconoclaste, un petit peu en dehors de ce que pensent mes petits camarades. Moi, finalement, Airbnb, il me fait un peu du mal sur une série de destinations, mais en même temps, il nous oblige à nous réinventer. Et par contre, ce qu'il a mis en avant, qui est vachement bien, c'est que Airbnb, il vend en fait des appartements. Il a juste expliqué aux gens que vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel pour aller en vacances. Vous pouvez très bien aller dans les appartements. Sauf qu'il y en a plein qui le font depuis toujours, que ce soit les Gîtes de France, que ce soit Britel ou nous, en tant qu'hébergeur final. Et donc, chaque fois qu'Airbnb dit c'est mieux d'aller dans un appart-hôtel que dans un hôtel,
moi je suis ravi. Tant mieux pour Odaïs. Et la promesse qui était au début de dire vous allez à Boston, vous allez voir Bob, vous allez à Séoul, vous allez voir Kim. Bob et Kim, si vous avez déjà loué un Airbnb, vous les voyez jamais. Et tandis que chez nous, il y a l'appart-hôtel, mais il reste tous les services hôteliers autour. Donc si on est bon, on doit être capable de délivrer une promesse meilleure qu'Airbnb en fait. D'ailleurs, vous êtes positionné, je crois, sur la conciergerie pour les appartements de particulier à particulier. C'est un service où on s'est rendu compte qu'en fait, vous avez pas mal de gens qui se positionnent sur la conciergerie, notamment dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Paris. Et c'est vrai que dès qu'on sort de ces destinations-là, et notamment quand on va dans des destinations vacances et montagne, et là, on se retrouve avec des auto-entrepreneurs qui n'ont pas les moyens nécessairement de suivre le mouvement. Et nous, on a une stratégie sur la montagne qui est assez simple. C'est-à-dire qu'on aimerait, nous, avoir et pérenniser des emplois et pérenniser notre présence dans un écosystème où on est présent avec de l'hébergement, on est présent avec du syndic de copro qu'on veut développer, et on se dit qu'on a la possibilité, avec nos CDI, de construire une base qui peut offrir toute une série de services différents. Donc nous, ce qu'on offre aujourd'hui pour les gens qui mettent des biens en location, c'est la possibilité de faire tous les services de conciergerie, c'est-à-dire remise de clés, nettoyage, ménage, etc. Mais aussi, de manière beaucoup plus large, on doit être capable à terme de faire le nettoyage d'ouverture de la saison, et aussi capable de faire des petites réparations, voire à terme des rénovations dans les appartements. D'accord. Et donc plus on pérennisera des activités sur place, plus on étalera et on étendra en fait les activités dans lesquelles on est sur les stations de montagne, plus on s'inscrira dans la durée et plus on construira des emplois pérennes et de moins en moins saisonniers. Donc moi ça désaisonnalise mon business et ça permet de désaisonnaliser en fait les contrats de travail. On a envie d'arriver sur une multitude de produits à la montagne. On pourrait très bien imaginer d'arriver également dans l'immobilier. On a des résidences sur lesquelles on a des gens qui sont là en permanence, des techniques, des ménages, etc. On est tout à fait capable de servir des propriétaires d'appartements de manière plus efficace, à mon avis, qu'un auto-entrepreneur ou qu'une agence immobilière. Je me souviens, il y a 2-3 ans, quand il y a eu les fameuses chutes de neige où les gens étaient arrivés 3h, 4h du matin dans les résidences, tous les gens qui avaient des abritels, des Airbnb, et plus personne pour leur ouvrir. Donc nous, on était pleins, mais on les a fait loger dans nos accueils. On espère qu'ils reviennent l'année d'après. Non, mais objectivement, c'est vrai qu'on a normalement tout pour délivrer une prestation meilleure. Donc on n'est pas encore aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas demain, on n'est pas dans la partie gestion de l'annonce, c'est-à-dire le yield management de la personne qui met. C'est pour ça qu'on a signé un partenariat avec Host & Fly, qui eux sont très 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 efficaces sur cette partie-là, ils la connaissent depuis très longtemps. Par contre, délivrer la prestation de conciergerie, opération entre guillemets, dans les zones de montagne ou mer, ça c'est pour le coup quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Et donc cette complémentarité, elle fait pas mal de sens. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas demain dans ce business de la gestion de l'annonce, mais pour l'instant, voilà, on y va étape par étape. Pas très longtemps, vous avez annoncé votre arrivée en Europe, en dehors de la France et en Afrique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer vos priorités, vos objectifs de développement sur ces deux axes pour un groupe historiquement français? Suivant nos produits, on a sur la partie vacances, on souhaite se développer notamment en Espagne, c'est notre priorité. On vient de signer un premier projet de résidence bord de mer à Estartite, donc sur une destination qui est quand même très intéressante pour nous. Donc ça c'est notre premier pied en Espagne, on a pas mal d'autres projets que l'on regarde et également au Portugal. Sur la partie city et campus, là pour le coup on est ouvert à toute l'Europe, excepté peut-être certains pays soit trop lointains, soit des modèles un peu trop spécifiques ou en tout cas bien encombrés ou bien occupés, comme la Grande-Bretagne par exemple, qui est un pays qui a une maturité sur ces sujets-là qui est déjà forte. Et donc on a signé 2 projets au Portugal, on a ouvert une première résidence étudiante déjà cette année-ci à Séville, on a d'autres projets dans les cartons, on a signé un projet à Liège en Belgique. Et donc sur l'Europe, on est en train vraiment d'accélérer. On a une quarantaine de projets que l'on regarde et on en a une quinzaine de signés à peu près sur différents pays européens. D'accord. Et sur l'Afrique donc? Le marché africain de l'hôtellerie business, en fait, il se développe vite et avec une clientèle qui représente aujourd'hui la clientèle africaine, donc intra-Afrique, représente déjà 55 à 60%. Donc en fait, là où on peut avoir une image souvent tronquée de se dire c'est souvent des étrangers qui voyagent dans ces villes-là, en fait ça devient de moins en moins vrai. Et les Africains voyagent comme chez nous, comme nous on va à Amsterdam pour un business, on va à Londres après, puis on repasse à Francfort, puis voilà. Et ce business existe déjà. Et on se dit il n'y a pas de raison, même si on est qu'au démarrage,
Et même si c'est vrai qu'aujourd'hui les Africains ont des habitudes de consommation excessivement différentes de l'hôtellerie, on a aujourd'hui une offre hôtelière qui est assez ancienne, sur des modèles anciens. Alors certes, les grandes chaînes y vont, mais je pense qu'il y a un angle par lequel on peut attaquer, qui est l'appart-hôtel. Au regard de la demande, le fait de pouvoir convaincre à la fois des étrangers, mais aussi des Africains, quand ils passent 3 ou 4 jours dans une ville africaine, de ne pas y être qu'avec des services hôteliers, mais d'avoir une forme d'indépendance. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel on croit et c'est ce pari-là qu'on fait. Le groupe Duval, qui est notre principal actionnaire, qui est historiquement, à travers son activité de promotion immobilière, mais au travers d'activités d'assurance et au travers d'œuvres humanitaires, en fait, présent en Afrique depuis très très longtemps. Donc il y a une connexion culturelle avec le groupe qui est forte et des contacts qui nous permettent d'avancer assez vite. D'accord. Avec aussi des prévisions de développement en Chine. Lui, il est arrivé au capital il y a maintenant 3 ans, quasi 1 an après mon arrivée. Bon, dans un partenariat qui finalement, et on s'en est rendu compte chez nous et puis certains de nos concurrents, n'est pas nécessairement été jusqu'au bout de ce qu'on pensait. Mais aujourd'hui, on a quand même des projets de développement avec eux. Et on a notamment la construction d'un énorme resort. Les premières pierres ont été posées durant les vacances d'été, là, et on ouvre une résidence de entre 400 et 500 appartements dans la première tranche, à la marque Onalis. Quelles sont vos priorités pour 2020 et peut-être les années à venir, et comment vous voyez le groupe dans une dizaine d'années? On va continuer cette stratégie qui est plutôt porteuse, c'est-à-dire que moi j'aimerais que ce groupe sorte, je dirais, d'une dépendance quasi exclusive au domaine des vacances, continuer à développer Campus et City, qui sont nos 2 axes prioritaires, que ce soit en France ou à l'étranger, et puis se développer dans une série de métiers. J'ai parlé de la conciergerie, mais il y en a peut-être d'autres que j'ai évoqués, notamment à la montagne, et qui pourraient être des relais de croissance. Donc l'idée, c'est vraiment de multiplier ce multiformat, ce multiproduit, cette multigéographie et ce multimétier, pour asseoir un groupe d'abord par une taille qui permet de justifier des investissements, moins de dépendance en termes de cash et de saisonnalité, et puis d'une dépendance, de réduire le risque, en étant dans une série de métiers et de géographies plus complémentaires que ça ne l'était dans le passé. Nous étions considérés il y a 4-5 ans, quand je suis arrivé, comme une cible éventuelle à des acquisitions. On a même, je pense que quand je suis arrivé, on sortait d'ailleurs un processus d'acquisition qui n'a pas été jusqu'au bout. Et là, je pense qu'on est plutôt, on est plutôt capable de regarder, nous, éventuellement, des acquisitions également, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, pas impossible qu'un jour on fasse de la croissance autre qu'organique. Un métier que j'ai un peu oublié d'évoquer tout à l'heure, parce que c'est quelque chose sur lequel on va remettre l'accélérateur, on se cherchait depuis 2 ans, c'est les mobilos, tout ce qui est le camping. On a un modèle, au travers du concept nomade qu'on a eu l'occasion de présenter lors de la cérémonie. On va annoncer des choses, on repart à l'acquisition de camping. Alors qu'on ne le faisait plus depuis des années, mais on va repartir à l'acquisition de camping sur des campings peut-être de taille plus réduite, aux environs de 200 lots, et tout gros camping deviennent impayables, et je pense à des prix injustifiés. Donc nous on va se redévelopper là-dessus. Et sur les acquisitions, il y a plusieurs domaines où il y a des acquisitions. Je veux dire, sur City, il y a quand même très peu de choses. Sur Campus, pourquoi pas, et puis sur les vacances, pourquoi pas. Nous verrons bien. Justement, pour développer le terrain, etc., comment est-ce que vous structurez vos financements? Est-ce que c'est que du financement interne? Est-ce que vous faites des partenariats? On a d'abord un actionnaire, je rappelle le groupe Duval, qui est un actionnaire, un groupe familial déjà de taille importante, qui vient du métier de l'immobilier et de la promotion immobilière, qui est un acteur qui nous a beaucoup soutenus depuis le début, et notamment dans toute cette phase de transformation et de redéveloppement de l'entreprise. Donc ça c'est notre première source de financement. Et la deuxième, évidemment, je dis première, deuxième, mais on est un groupe qui travaillons depuis longtemps avec un pool bancaire qui nous accompagne, qui nous a accompagnés sur 2 refinancements, et qui va continuer à nous accompagner dans nos développements futurs, sachant que les développements internationaux sont peu demandeurs de capitaux, en fait, parce que comme on n'est pas propriétaire de nos murs, on est sur des modes de financement locaux avec des institutionnels ou des choses plus locales. Mais sur le cœur de l'Europe et le cœur de la France, notre développement il se fait avec ces 2 sources de financement prioritaires et historiques. Alors je vous propose qu'on aborde un autre sujet. Est-ce que vous pouvez partager avec nous la culture d'entreprise d'Odalis Group? Les ressources humaines, ça peut être une problématique assez prégnante. Oui, c'est une problématique assez compliquée à gérer, parce qu'on est sur des métiers par nature saisonniers, par nature... alors précaire, j'aime pas le terme, c'est pas un bon terme, mais avec des métiers qui sont des métiers,
où on a des marges relativement faibles avec des variabilités par rapport à la saison qui peuvent être fortes. Donc on a une forme d'insécurité qui malheureusement se traduit aussi dans une série de contrats de travail. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos concurrents, et notamment quand je pense à la montagne, c'est des choses qui sont assez compliquées. Donc ce qu'on essaye de faire nous, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de multiplier les sources de business pour pouvoir sécuriser un maximum de CDI autant que faire se peut. Une deuxième chose qu'on fait beaucoup et qui fait partie de la culture de l'entreprise, c'est que je pense que chez nous, on a des parcours de carrière et on a une fidélité sur nos postes de responsable de résidence et sur les fonctions qui se trouvent dans les résidences qui est assez forte. Alors je commence par les gens du terrain, parce qu'après, bon, sur le siège, c'est des choses, je peux en reparler après, mais en tout cas sur le terrain, là où on a le plus de difficultés à recruter et à fidéliser, je pense que la marque y arrive bien, vient d'une culture belge où le diplôme n'a aucune importance en fait. Une culture où on donne la chance à beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement le CV qui va bien, c'est des contacts, c'est des personnalités qui nous plaisent, et on a des personnalités très différentes, des profils très différents et qui apportent beaucoup, et qui du coup s'investissent beaucoup dans nos résidences. Voilà, parce que souvent ils ont des responsabilités qu'ils n'auraient peut-être pas eues ailleurs. Sur base du CV, ils auraient dû faire un parcours classique. Et on a tendance à en donner plutôt à pas mal de personnes, plus jeunes. Voilà, et ça fidélise parce que quand malheureusement par les contraintes salariales vous ne pouvez pas faire des miracles, en tout cas vous êtes dans le marché, mais vous ne pouvez pas non plus dire venez chez Odalis que vous êtes payé 20% plus cher. Mais par contre, si vous leur donnez un job où il y a plus de responsabilités, ils peuvent évoluer plus vite. Et moi je dis toujours, alors c'est pas ce que je souhaite, mais en même temps, moi si j'ai des gens qui sont à un moment recrutés par des concurrents ou des groupes hôteliers ou autres qui disent celui-là il s'est développé chez Odalis, c'est quand même un gage de savoir-faire, de savoir-être. Moi je serais ravi, voilà, ça fait partie, moi j'ai changé de job plusieurs fois, je rêve que mes collaborateurs changent aussi de job et évoluent dans la société, et puis quand on est plus capable de leur donner des perspectives de développement qui est ailleurs. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique de l'évolution des personnes qui est importante pour nous et clé pour nous. D'accord. Est-ce que vous avez structuré ça ou ça se traduit dans des process? Ça peut paraître étonnant, mais j'ai plutôt pas mis de process en place dans l'entreprise. J'ai juste remis au carré des comportements, des façons de faire, des prises d'initiative qui sont juste un peu cadrées. Mais je ne suis pas un homme d'écrire des process. Non, je pense que c'est une culture de l'entreprise, une culture du vouloir bien faire, voilà. Et quand je suis arrivé, j'ai senti cette culture sans pouvoir l'écrire, la décrire, la formaliser, la conceptualiser. Mais on a essayé de préserver ça, qui est une espèce de valeur intangible dans la boîte. Et voilà, qui existe, qui survit, qui est inscrit dans les gènes, dans l'ADN des gens, des plus anciens, et auxquels, et ça c'est assez dans l'air du temps en fait, auxquels les plus jeunes adhèrent assez vite en fait. C'est un coup de bol, hein, parce que on a des valeurs historiques qui correspondent à des attentes des jeunes aujourd'hui. Donc on est un assez gros groupe, et en fait quand les gens rentrent, ils se disent on a l'impression d'être dans une PME en fait. Et ça colle bien à ce que les gens veulent. J'aimerais qu'on échange un petit peu avec vous sur vos clients. Quels sont pour vous les enjeux majeurs pour les satisfaire? Je suis toujours surpris, et quand j'étais consultant, je disais toujours on est dans des industries, que ce soit le tourisme ou la grande conso, où en fait en tant que consultant c'est les industries les plus faciles dans lesquelles on peut rentrer, parce qu'il suffit d'avoir passé une nuit dans un hôtel et 5 minutes dans un supermarché pour comprendre le marché. Il faut en tout cas voir de quoi on parle. Mes collègues qui étaient dans l'aérospace et le lanceur de missiles, il fallait 6-7 projets avant qu'ils aient compris. Pourquoi je dis ça? C'est que aujourd'hui la plus grande erreur pour des dirigeants d'entreprise dans ces domaines-là, et pour des gens qui y travaillent, qu'ils soient consultants ou employés, c'est de reproduire en fait leurs propres besoins et leurs propres attentes sur la clientèle. Et ça, c'est la plus grosse erreur, et c'est ce qui fait souvent que les entreprises soit loupent des positionnements, loupent des tendances. Je pense simplement qu'il faut qu'on ait, c'est ce concept un peu idiot mais assez basique, un bon rapport qualité-prix, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on ait des parcours clients, on travaille beaucoup là-dessus, des parcours clients qui soient les plus fluides possibles, que ce soit une résidence étudiante, un produit city ou un produit vacances ou un mobilo, c'est pas la même chose. Il y a des choses communes évidemment, et il y a des choses très 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 différentes. Donc on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais je pense que ça c'est important, et plutôt que déterminer et de se projeter sur des plans à 10-15 ans sur que sera le consommateur de demain, et en fait d'investir des millions et des millions qu'on n'a pas nous, petits groupes. Pour tester des choses et se dire on va tester, ça marche pas, on va mettre un million là pour tester. Nous on n'a pas trop ça, donc nous on est obligé de travailler d'abord sur les irritants, donc de travailler là-dessus et de les réduire, et à partir de là de trouver comment est-ce qu'on peut passer sur des éléments plus positifs pour satisfaire le client. Alors
C'est assez basique, hein, mais ça génère vraiment beaucoup de valeur. Donc on essaye d'écouter le client, on essaye de comprendre quels sont ses besoins, et on essaye de ne pas se mettre à sa place, on essaye de l'écouter objectivement, et surtout pas se mettre à sa place. Moi je ne suis pas un grand fan de se dire allez, on va se mettre à la place du client, c'est impossible. Moi je ne peux pas savoir ce que vous aimez en vacances vraiment. Je vais y reproduire mes propres attentes, qui sont très différentes des vôtres, et des attentes de tout le monde. Donc voilà, c'est une question qui est assez compliqué, et donc on essaye d'y répondre de la manière la plus simple et la plus humble possible. Il y a quelques années, vous aviez pris la parole pour, on va dire, alerter les autorités publiques françaises sur la compétitivité de la destination, enfin des destinations France, pour souligner qu'il fallait investir si on voulait atteindre les 100 millions de visiteurs sur le territoire. Est-ce que vous pourriez partager un petit peu avec nous les éléments sur lesquels vous vouliez mettre l'accent et qui vous paraissent importants aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé d'abord, ça c'est la première chose. Je pense que c'est difficile d'atteindre un objectif si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Moi, je pense que 100 millions, ça veut tout dire et rien dire. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les 100 millions, ils sont très axés. J'ai caricaturé à l'extrême, mais pour faire réagir peut-être. Je pense qu'aujourd'hui, les 100 millions, c'est combien de Chinois va-t-on accueillir à Paris? Nous, on travaille dans les territoires, on sécurise des emplois dans les montagnes, on sécurise des emplois dans les campagnes, on sécurise des emplois à la mer, dans des endroits où finalement on est souvent un des employeurs, alors pas le premier employeur, hein, mais souvent un employeur qui compte, qui génère de la valeur ajoutée dans les territoires. Et je pense qu'il ne faut pas oublier tout le travail qui reste à faire sur comment on emmène les Français en vacances en France. Hein. Ça reste quand même une priorité. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma priorité. Et c'est collectivement, je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce que ça voulait dire. Et on a un objectif qui est trop bateau, trop généraliste, pas assez détaillé. Je pense qu'il faudrait se fixer sur la destination montagne. C'est un peu celle-là qui m'avait fait réagir. Qu'est-ce qu'on veut être? On était numéro 1, on est passé numéro 3, petit numéro 3. Et aujourd'hui, on a un modèle économique qui devient compliqué. On a des outils qui ne sont pas adaptés. On a quand même aujourd'hui des lois sur l'emploi saisonnier qui sont au cœur de notre business, qui vont quand même à l'encontre de ça et qui ne font que combler les entreprises qui devraient pourtant avoir des moyens pour continuer à investir. Donc on a, je pense, une réflexion à mener, mais qui est profonde et surtout qui est plus que profonde, qui est urgente, sur l'écosystème et les economics de la montagne. Mais c'est vrai pour la mer, même si c'est un peu différent, mais si on prend que la montagne, et la campagne, j'en parle même pas, pour se mettre autour de la table avec les bonnes personnes et fixer un objectif montagne. Le 100 millions, ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. Ça fait parler les gens, ça fait écrire dans les journaux, ça fait réagir tout le monde, mais ça veut absolument rien dire. Merci beaucoup, Laurent Dussolier. Merci à vous. À bientôt sur Hospitality Hub. Très bientôt.